Je voudrais juste évoquer 3 points très vite. Le premier, je crois qu'il est inutile d'insister sur les enjeux d'un tel débat. Tout le monde a conscience aujourd'hui du fait que l'Europe est véritablement un tournant. Je voudrais juste signaler finalement que la problématisation qui a été celle de cette journée en termes de qualification de son organisation résume assez bien ces enjeux. C'est-à-dire qu'on a organisé une journée, enfin vous avez organisé une journée qui s'ouvre autour d'un questionnement qui est faut-il sauver l'Europe et qui se termine le soir par un débat sur peut-on sauver l'Europe. Et donc je trouve que ce glissement sémantique qui nous fait passer d'une réflexion autour d'une éventuelle injonction morale, faut-il, à un débat sur une éventuelle impuissance, peut-on, est assez révélateur de l'évolution du débat sur l'Europe ces dernières années. Alors, entre le devoir et le possible, on vous laissera répondre, mais je trouve que c'était une belle façon finalement de symboliser toute cette évolution des enjeux sur l'Europe. Le deuxième point, c'est simplement dire que si cette journée sur les questions européennes est organisée à Sciences Po Grenoble, ce n'est pas un hasard, puisque c'est un établissement qui, depuis déjà longtemps, a développé une expertise particulièrement importante sur les questions européennes, depuis Jean-Louis Kermon jusqu'à tous ceux qui aujourd'hui ont organisé, animé cette journée, en passant par Henri Oberdorf. C'est vrai qu'il y a une expertise qui s'est capitalisée tant sur le plan scientifique, notamment grâce à Pacte, j'y reviendrai, grâce aussi au CESIS aujourd'hui, que sur le plan pédagogique, on est un établissement qui propose une spécialité de notre diplôme sur la gouvernance européenne, qui est proposée aussi bien d'ailleurs en présentiel qu'en distanciel. Et puis on a une chaire Jean Monnet qui permet justement d'articuler la relation entre la recherche, la formation, mais aussi les partenaires extérieurs. Donc voilà, c'est une vraie expertise qui s'inscrit dans le temps, qui se reproduit, et je remercie vraiment les organisateurs de cette journée de perpétuer cette tradition, de l'entretenir, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, troisième élément, c'est vrai que pour qu'une journée ait lieu, avec l'ensemble des manifestations qui la scandent, il faut des organisateurs. Ce sont des organisateurs institutionnels, ici l'association entre le laboratoire Pacte, l'Institut d'études politiques et le réseau transatlantique sur l'Europe politique, qui est un réseau interuniversitaire basé à l'Université de Montréal, qui se sont associés pour organiser cette journée. Certes, des acteurs institutionnels, mais derrière les acteurs institutionnels ne peuvent véritablement être mobilisés que s'il y a des personnes qui portent des initiatives, qui conçoivent des projets, qui les font vivre. Et je voudrais à ce titre tout particulièrement remercier à la fois Céline Bello, qui est chargée de recherche au CNRS à Pacte, et Simon Persicot, qui est professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques et à Pacte, non seulement pour effectivement tout le travail d'organisation, d'animation, mais aussi pour le souci qui a été le leur d'associer l'ensemble des services de l'IEP pour faire en sorte que l'organisation et les conditions de déroulement de cette manifestation soient les meilleures possibles. Il y a des organisateurs, il y a des porteurs de projets, mais il y a aussi plein de contributeurs à une journée comme celle-ci. Alors là, je suis obligé de sortir ma fiche parce que j'ai peur d'en oublier, mais ils sont tellement nombreux. À la fois le mouvement européen de l'Isère, l'association Alpe-Europe, donc la chaire Jean Monnet que j'ai déjà citée, le mouvement des jeunes européens, l'association Think Libéral, l'association Help Éloquence, l'association Enjeu, l'association Contre-Courant, l'association Agir Alternatif et le Centre Europe Direct de Grenoble, qui tous ont contribué à un titre ou à un autre au bon déroulement de cette journée. Et avec, là encore, quelque chose qui ressemble bien à ce que l'on veut faire régulièrement à l'IEP, c'est-à-dire pour l'organisation de manifestations de cette nature, avoir le souci d'associer des partenaires territoriaux extérieurs et d'associer aussi les étudiants et les associations étudiantes qui sont un élément de vitalité au quotidien d'un établissement comme le nôtre. Et les étudiants ne doivent pas être simplement effectivement des usagers destinataires ici d'un ensemble d'enseignement, mais bien un acteur de l'établissement et de l'ensemble des manifestations qui le font vivre de façon régulière. Voilà, merci et très bon débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Charles. Bonsoir à tous et donc merci d'être venus participer donc à notre débat autour des élections européennes. Merci en particulier aux députés, aux candidats ou candidates qui ont accepté de venir échanger avec nous donc en clôture de cette journée. Alors je voudrais juste dire quelques mots d'abord sur notre objectif en organisant cette journée. Pourquoi on a décidé d'organiser ce débat ? On souhaite pouvoir débattre, pouvoir discuter de l'Union européenne, de ses politiques, de son organisation, du projet qu'elle incarne, de ses réussites, mais aussi de ses manquements, de ses faiblesses, de ses erreurs, de ce qui bloque. Donc parler du projet européen, certes un peu au passé, mais surtout au présent et au futur. Et donc si un projet, quel est-il ou qu'est-ce qu'il devrait être, pourrait être. Donc doit-on sauver l'Europe, pour reprendre le titre de l'ouvrage que on a récemment publié. Alors pourquoi rappeler cet objectif ? Il vous paraît évident, vous êtes là, vous vous dites on entre dans une campagne électorale qui vise à désigner ceux qui nous représenteront au Parlement européen, qui prendront des décisions en notre nom, nous les citoyens, et donc à l'évidence il faut qu'ils nous représentent sur les questions européennes, donc il faut qu'ils représentent notre avis sur les questions européennes. Et notre constat, c'est que dans les élections européennes précédentes, c'était pas si évident que les campagnes européennes permettent de discuter de l'Union européenne, de ses politiques, de ses objectifs. Pourquoi ? Parce que les élections européennes, elles ont longtemps été pour les partis politiques des élections qu'on a appelées nationales de second ordre dans notre jargon, c'est-à-dire des élections où il s'agissait moins de débattre sur les questions européennes que de compter ses forces entre deux élections nationales d'importance. Ce n'était pas vrai pour tous les partis à chaque élection, et c'est surtout pas vrai des personnes qui sont ici présentes ce soir, parce que ce sont des femmes et des hommes politiques, des femmes pour l'instant, qui ont toutes fait des débats sur l'intégration européenne, l'un des combats de leur vie politique. Tous sont très investis au sein de leur parti sur les questions européennes. Toutes et tous sont très impliqués, soit dans leur mandat de député ou les fonctions européennes qu'ils ont exercées. Et c'est pour ça qu'on était très heureux de les accueillir et qu'on a en particulier invité ces personnes-là, parce que tous ne s'investissent pas de la même manière dans les gens qui sont élus. Et je peux vous dire que les personnes qui sont ici, celles qui étaient élues et celles qui ont exercé d'autres fonctions, on va en parler, sont toutes des personnes particulièrement investies. Alors, je vous les présente dans quelques mots. Donc, Gwendolyn Delbos-Corfield, qui est membre du comité de direction du Parti vert européen depuis 2012, qui est candidate en 12e position sur la liste Europe Écologie Les Verts, donc celle qui pour l'instant n'a pas été députée européen dans notre, mais qui est très investie à travers son rôle, donc vous le comprenez, au comité de direction du Parti vert européen. Sylvie Guillaume, qui est députée européenne depuis 2009, vice-présidente du Parlement européen depuis 2014, où elle siège donc au sein du groupe des socialistes et démocrates, et qui est candidate en 2e position sur la liste Parti socialiste, place publique, derrière Raphaël Glucksmann. Mireille Dornano, qui est députée européenne depuis 2014, donc qui est élue sur la liste qui était élu sur la liste du Front National, mais qui siège actuellement au Parlement européen au sein du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. C'est le groupe dont est membre de United Kingdom Independence Party, donc le parti qui a été le fer de lance du Brexit au Royaume-Uni. Elle est membre aujourd'hui des Patriotes, enfin depuis 2017, et candidate donc en 2e position sur la liste derrière Florian Philippot. Et puis Marie-Christine Vergiat, qui est députée européenne, elle aussi, depuis 2009, élue sur la liste du Front de gauche, qui siège au sein du groupe de la gauche unitaire européenne et de la gauche verte nordique, et qui ne se représente pas, mais qui soutient la liste du Parti communiste français menée par Yann Brossat. Alors il y a des grands absents, forcément, vous allez me dire. On a longtemps cherché à inviter un député de la République, des Républicains sans succès. On avait également invité des candidats de la France Insoumise et du Rassemblement National. Au moment où on avait envisagé de faire même 2 débats, ils avaient répondu plutôt non, ou de toute façon sans s'engager dans un premier temps. Le Rassemblement National nous avait rappelé, mais trop tardivement. Pour répondre à un certain nombre de nos étudiants, nous n'avions pas invité un candidat de génération, malgré donc leurs incitations, parce qu'on avait déjà plusieurs candidats ou députés de gauche et qu'on ne voulait pas que le débat tourne uniquement entre forces de gauche ce soir. Parce que notre objectif, vous le comprenez, c'est pas d'ouvrir véritablement la campagne, enfin en tout cas ce n'est pas la campagne pour telle, mais les idées. C'était vraiment l'idée d'avoir un débat franc, ouvert autour de l'Union européenne. On va à l'évidence pas pouvoir parler de tout, mais on espère que sur les sujets dont on va parler ce soir, on aura une véritable discussion informée et sérieuse.
et donc qui vous donnera l'envie d'en savoir un petit peu plus et de vous informer encore davantage pour choisir entre les nombreuses forces en présence, et qui ne sont donc pas uniquement celles qui sont là ce soir. Et donc, voilà. Pour introduire sur une note humoristique, on a demandé à Maëlie Bénistan-Hector, qui est étudiante à Sciences Po en 3e année, qui a récemment gagné le concours d'éloquence, organisé sur la thématique européenne, alors sur un sujet imposé, donc organisé par l'association Help Eloquence et les jeunes européens d'Isère, Ok, d'ouvrir le débat. Je vous annonce le sujet, donc, sur lequel qui était un sujet donc imposé. Suisse, 2 points. L'Europe s'en irait-elle dormir dans le paradis blanc? Une spéciale syndrome tonneau de Diogène, et je me dis d'un air tout à fait banal et spontané: Maëlie, vas-y, écris un discours sur l'Europe. Imaginez, mon côté Matteo Salvini exulte déjà et vous dira: voilà, l'Europe, c'est uniquement cela. Des discours, toujours des discours, sans aucune finalité, sans aucune perspicacité, pour brasser un air pollué. Mon côté Martin Luther King, toutefois, rétorquera: discourir, c'est déjà un peu agir. Alors oui, aujourd'hui dans cet amphi, alors que Médecins sans frontières se démènent les mêmes, qu'Amnesty alerte sur la Birmanie, que les gilets jaunes renversent Macron de son trône, que Theresa May négocie l'avenir des Anglais et que Kylian Mbappé fait gagner les Français, moi, j'agis. Comme un bon vieil Européen qui revendique des valeurs démocratiques et écologistes, tout en profitant du consumérisme capitaliste, j'agis. L'Europe, c'est ce vieux continent qui se voudrait moderne à l'existence nébuleuse et fragile. Mais l'Europe, c'est aussi cette choucroute strasbourgeoise, oui, cette choucroute que l'on cuisine tous les 5 ans au mois de mai. La choucroute, comme le Parlement, c'est ce plat que l'on veut un peu plus sain en y mettant un peu de chou, un peu de verre, alors qu'au fond, disons-le haut et fort, le verre, personne n'en veut. C'est uniquement un cache-misère. Honnêtement, je ne suis pas venue ici pour tirer les oreilles d'un système qui, d'ailleurs, tout le monde a déjà plu, non? Car sa mort prochaine sera douce et son paradis blanc. L'Europe s'en ira, tel Napoléon à Sainte-Hélène, faisant voler un éclat un empire inachevé, enveloppé dans un linceul couleur de neige. Neige qu'elle verra bientôt disparaître de ses sommets. Mais alors me diras-tu, pourquoi t'acharner, pourquoi tant de véhémence, pourquoi Maëlie, perché? Eh bien, sache que c'est mon dada de me dandiner pour dédier des discours dédaigneux à des dits dieux du droit pour les dérider, mais surtout, je suis ce que tu n'es pas. Je suis suisse et fière de cela. Argent, paix, démocratie, honneur, raclette et j'en passe, le génie suisse t'écrase et te tourmente. Je suis celle que l'on admire pour son art du consensus, mais qui agace, par son esprit sagace et son côté franc. Suisse, à l'écoute de ma voix suave, tu baves, tu jalouses mon alpine enclave, dont tu rêvais déjà petit en lisant Heidi et qui te faisait crever d'envie. Parce que ma Suisse, c'est ce havre de paix quand la guerre faisait de l'Europe un gruyère. Ma Suisse, c'est ce pied de nez à ta haine du communautarisme. Ma Suisse, c'est l'idéal d'une union achevée quand celle où tu vis peine à résister. Ta devise, unie dans la diversité, prend tout son éclat uniquement outre-Jura. Tu me sens, hein? Tu me sens te susurrer insouciante le sacerdoce de la Suissesse et sans souci satisfaire ton euroscepticisme? Oh, tu peux aller dormir dans mon paradis blanc. Ton réveil n'en sera que plus brutal. Tu peux fuir ta réalité, te faire euthanasier, comme ton chien, ou tu peux réagir, m'applaudir, car comme on dit chez nous, pas besoin d'un couteau pour avoir un avis tranché. Merci.
Merci beaucoup Maëlie. Ça fait plaisir le public divers peut apprécier la qualité des talents de nos étudiants, en l'occurrence. On va vite passer à la suite, d'abord en accueillant effectivement monsieur Sandro Gozzi, on remercie de sa présence, qui est ancien secrétaire d'État auprès de Matteo Renzi aux affaires européennes et candidat pour la liste de La République En Marche. Alors juste, je vais passer aux règles rapidement du débat. Les choses s'organisent de la chose suivante. Il y aura 5 grands moments, 5 grandes questions. La première sur les institutions, le déficit démocratique. La deuxième sur le mythe de l'Europe sociale et fiscale. La troisième sur le défi climatique. La quatrième sur la crise humanitaire et migratoire. Et puis, une question sur comment est-ce qu'on fait concrètement. Quelles alliances, quelles coalitions. Chose un peu plus politique, mais très importante pour qui veut gouverner l'Union européenne. Les règles sont strictes. 2 minutes de réponse par personne aux premières questions. C'est court, c'est intense. Puis suivent 10 minutes de débat, où là, la parole sera plus librement distribuée. Donc en fait, ça vous fait 4 minutes en tout, hein, mesdames et messieurs, pour chaque question. Mais c'est important de s'en tenir à cet agenda un peu strict. Et d'ailleurs, Frédéric qui est là, on a monté un petit chronomètre, comme les pros, pour que vous puissiez suivre où vous en êtes. Et puis à la fin de cette séance de 5 questions, il y aura un échange avec la salle d'une demi-heure. Mais là, encore une fois, cher public, il faudra être rapide. Et chère candidate ou eurodéputée sortante, il faudra aussi être rapide. Voilà, je laisse la parole à Céline pour la première question sur le déficit démocratique. Alors, on vous propose de partir... il y a normalement une slide. on vous propose de partir d'un extrait d'un groupe de discussion qu'on a eu dans le cadre d'un groupe de recherche. Donc on faisait de la recherche, on a rencontré des gens à qui on a demandé de parler de l'Europe. On avait un groupe de discussion qui réunissait des gens qui avaient donc 60 ans et plus, qui étaient tous très éduqués, très intéressés par les questions politiques, et on a eu le droit à cet échange-là. Et une première personne qui nous dit « c'est la Commission qui décide, le pouvoir de la Commission il est beaucoup trop fort ». Et donc une deuxième personne lui dit « mais non, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui décident tout ». Un troisième qui dit « moi, je n'en sais rien ». Alors la deuxième lui dit « mais vous devriez suivre le cours sur l'Europe ». Et alors, septième personne intervient et dit « mais en fait, ça devrait être le Parlement qui décide ». Donc, ce qu'on va vous demander, évidemment, c'est est-ce que c'est bien le Parlement, est-ce que c'est la Commission, est-ce que c'est le Conseil, que décide le Parlement européen, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous décider si vous êtes élu au Parlement européen dans un mois et demi. Ce qu'on va faire, c'est, oui, on va commencer par l'un d'entre vous à chaque question. Il y a 5 questions. Donc, Madame Dornano, on va vous donner la parole pour cette première question. Donc, je voudrais quand même me présenter. Donc, Mireille Dornano, c'est vrai que je ne suis pas européiste, je ne suis pas non plus eurosceptique, je suis patriote. Donc, pour clarifier déjà la question à mon niveau. Le Parlement, pour moi, n'a pas beaucoup de pouvoir, en définitive, parce que le Parlement n'est que co-législateur, à égalité avec le Conseil. La Commission détient le monopole de l'initiative. Autrement dit, les propositions de résolution, qui sont des rapports d'initiative, ne sont pas contraignantes pour la Commission. Et en réalité, le pouvoir du Parlement européen, qui est déjà limité, est dans les mains des lobbies. Il faut le savoir. En 1980, il y avait moins de 1000 lobbies. À l'heure actuelle, il y en a 20 000. Ils courent dans le Parlement, aussi bien aussi dans la Commission, mais ils courent dans les bureaux des députés, il faut quand même le savoir. Et ces lobbies, je vous donne un exemple. Le rapport d'évaluation du glyphosate, eh bien, qui a servi de socle de décision à la décision européenne fin 2017 de réautoriser le célèbre herbicide pour 5 ans, s'avère être un vaste plagiat. L'Institut fédéral d'évaluation des risques, le BFR allemand, a recopié souvent, mot par mot, d'ailleurs c'est entre 50 et 75% de plagiat, les études fournies par les lobbies de l'industrie, à savoir le Glyphosate Task Force, c'est-à-dire Monsanto et ses alliés. Aujourd'hui, justement, il y a une très grande... Pour moi, c'est très important parce que nous avons l'agriculteur, vous le connaissez, Paul François, qui est un agriculteur de Charente,
qui a gagné son procès contre Monsanto. On a reconnu enfin, en appel aussi, et il a gagné contre Monsanto, contre ces lobbies chimiques qui nous détruisent, qui détruisent la santé de nos concitoyens. Alors, le Parlement, effectivement, est impuissant car il dépend du bon vouloir de la Commission s'il veut mettre un sujet sur la table. En ce qui me concerne, j'ai fait 220, vous entendez bien, 220 propositions de résolution qui concernaient la maladie de Lyme, les perturbateurs endocriniens, enfin de tas de choses très intéressantes, et jamais une proposition a été mise sur la table par la Commission. Voilà ce que je voulais vous dire. Gwendoline Delboscorfi. Oui, d'abord je pense que je vais commencer par dire que je pense que la méconnaissance de ce qui se passe au niveau européen, qui est assez naturelle, ça reste une institution neuve et encore lointaine, elle implique parfois une critique assez facile qui ne me semble pas toujours justifiée. Je ne suis pas convaincue du tout. Alors je viens d'un parti qui n'est pas un fan de la Ve République, hein, je vais être très claire, en France, mais je ne suis pas du tout convaincue qu'aujourd'hui le Parlement français soit un lieu qui a plus de pouvoir que le Parlement européen. Bien au contraire, je crains que souvent le Parlement français ne permette pas plus. Je crois qu'au niveau du Parlement européen, il y a un travail important du Parlement qui s'est accentué de décennie en décennie, de mandat en mandat, qui est extrêmement intéressant. Il y a parfois des victoires qui sont gagnées au-delà des clivages politiques et au-delà de la Commission. J'ai un exemple chez les écologistes, c'est un exemple qu'on ressort souvent, mais c'est vrai que c'est un des plus emblématiques, où il y a eu une victoire sur la pêche en eau profonde, gagnée par les écologistes. Et pourtant, au départ, le groupe écolo n'est pas un groupe énorme, mais il a réussi à rallier sur ses convictions un certain nombre d'autres votes. Et certainement que mes collègues pourraient donner d'autres exemples de leur groupe. Donc je pense que c'est un endroit où, au contraire, il y a actuellement un travail législatif intéressant. Sur le glyphosate, ça me fait sourire que Marie-Donne Arnaud choisisse cet exemple parce qu'effectivement, ces informations, elles ont été rendues publiques quand même à un moment donné parce qu'il y a des eurodéputés, dont Michel Rivasi, une eurodéputée écologiste, qui ont fait la demande. Et je pense que régulièrement, au niveau européen, il y a des progrès qui se font sur les lobbies. C'est vrai que c'est un lieu où il y a des lobbies positifs comme des lobbies négatifs, parce que le problème du lobby, c'est qu'aussi, c'est le mouvement pour les droits des homosexuels, c'est les mouvements des femmes, hein, qui sont aussi des lobbies, donc c'est toute la problématique du Parlement européen. Mais ces lobbies sont enregistrés, de plus en plus, on essaye de faire un travail pour qu'ils soient de plus en plus connus, et après, il y a quand même une force de l'élu de décider de ne pas s'y soumettre, et ça, très régulièrement, il y a des élus qui réussissent à le faire, et donc c'est aussi un choix d'élu d'être dans l'éthique de son travail. Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant, il nous manque un retour et une petite modification des traités, et de ce point de vue-là, nous proposons de retravailler les traités et d'avoir une constituante pour pouvoir revenir vers les citoyens, parce qu'effectivement, on sent qu'on est à un moment où il faut une évolution de ce Parlement. Oui, bonsoir. Comme on se présente, moi je suis un citoyen européen de nationalité italienne. Et c'est dans ce contexte-là que je vis les élections européennes, comme tous on pourrait les vivre, parce que chacun de nous a le droit de voter et d'être candidat ou d'être élu, ou si les électeurs le veulent devenir parlementaire européen, on est un candidat dans tous les États membres. Parce que l'Europe, c'est notre Europe, parce qu'on est citoyen européen dans tout l'espace de l'Union européenne. C'est le premier message. C'est comme ça depuis 1979. On ne le sait même pas. Et si on ne connaît pas nos droits et nos prérogatives, il est difficile après de pouvoir les exercer pleinement et de les vivre pleinement. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a un problème dans les institutionnels et dans la façon dont on décide les choses en Europe? Oui, bien sûr, parce qu'on a un Parlement européen et on n'a pas encore de mouvements transnationaux européens. On a une dimension nationale de la politique et on a un Parlement européen. C'est pour cela que nous avions proposé, et j'avais travaillé directement quand j'étais au gouvernement avec Nathalie Loiseau, ministre, avec Emmanuel Macron, on avait proposé d'introduire en 2019 des listes transnationales européennes, donc des listes présentées dans une circonscription unique européenne qui aurait doublé les pouvoirs démocratique de tous les citoyens, parce qu'on aurait eu un bulletin national et un bulletin transnational européen, et ça aurait été les débuts d'une véritable politique européenne, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à quand on ne peut pas voter directement les partis politiques européens,
ne seront jamais des vrais partis, ne feront jamais de la vraie politique et parfois ne sont même pas européennes. Donc, c'est ça la première grande réforme que nous avons essayé d'introduire dans cette législature et sur laquelle on va s'engager pour mener à bien cette fois-ci cette réforme dans la législature 2019-2024. Le Parlement européen a augmenté ses pouvoirs. Est-ce qu'il devrait avoir un droit d'initiative législative, les députés européens? Oui. Et je crois que c'est une des réformes qu'on devra amener et mener à bien du moment où on doit réformer les traités. Sur les glyphosates, comme c'est un thème qui est autour de la table, l'Italie et la France, on a travaillé pour l'interdiction du glyphosate devant la proposition de la Commission européenne. Il n'y a rien de caché. Il y a un comité qui devait décider du glyphosate. On avait une minorité de blocage. À la dernière minute, un État membre nous a lâché. Et cet État membre s'appelle l'Allemagne. Et donc, on n'a pas pu empêcher le renouvellement du glyphosate, mais on a travaillé pour en sortir dans les 3 ans qui viennent. Et je crois que dans la difficulté du compromis, c'est un pas en avant que c'est plutôt important. Merci d'être présent ce soir. Moi, je voulais m'inscrire en faux avec une partie des propos qui ont été formulés tout à l'heure. Je pense que le Parlement européen est un lieu de pouvoir et d'exercice du pouvoir. Et si on part dans une élection européenne en étant candidat, en imaginant qu'on va être candidat à un lieu où il n'y a pas de pouvoir, d'une certaine manière, ça pose quelques interrogations sur l'enjeu réel d'être candidat. Donc, le Parlement est un lieu de pouvoir. Encore faut-il effectivement vouloir l'exercer. Quand, par exemple, sur les accords commerciaux, le Parlement européen est en situation de bloquer un certain nombre de choses, je pense que c'est un lieu de pouvoir particulièrement important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un Parlement où il n'y a pas de groupe majoritaire. Et ça fait une singulière différence avec notre représentation politique française, où on a une majorité, une opposition. Nous construisons les choses totalement différemment au Parlement européen, avec évidemment nos convictions, mais la nécessité de rapprocher les points de vue avec d'autres qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça en fait, là aussi, un lieu à la fois créatif et important de pouvoir. La troisième chose que je voulais dire, c'est que je fais partie de ceux qui critiquent le côté intergouvernemental des décisions. Je suis désolée, mais quand le Conseil n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'il y a trop d'antagonisme entre les États membres, parce qu'ils ont tous envie de défendre des positions nationales et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'ils bloquent des décisions que le Parlement a pris lui-même avec la difficulté de ne pas avoir de majorité, je trouve que c'est anormal que le Conseil ait ce pouvoir de bloquer des textes aussi importants que la taxe sur les GAFA ou bien encore le règlement Dublin III en matière d'asile. Et les 2 dernières choses que je voulais indiquer dans les 10 secondes qu'il me reste, c'est que je partage ce que vient de dire M. Gozzi sur la question du droit d'initiative législative. Nous devons obtenir par un moyen ou un autre à mettre au point, du point de vue des traités, l'initiative législative pour le Parlement européen, qui est composé de gens qui sont quand même un petit peu plus en contact avec la population que les commissaires européens. Et j'ajouterais la question de l'unanimité au Conseil, qui est quelque chose qui ne doit plus nous bloquer, ainsi que, mais on y reviendra sans doute sur la question des moyens, avec la capacité d'avoir un budget adapté à l'enjeu des politiques du Parlement européen et de l'Union européenne dans son ensemble. Bonsoir à tous et à toutes. Et tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir débattre de l'ensemble de ces questions. La première chose dont j'ai envie de dire, c'est de quoi on parle et c'est quoi l'Europe, c'est quoi l'Union européenne. Parce qu'on galvaude le mot et on sait à peine de quoi on parle. Donc c'est d'abord et avant tout un regroupement d'États. C'est l'état actuel des traités. L'Union européenne, c'est un ensemble d'États qui coopèrent. Il n'y a pas de pouvoir donné à la Commission sans que les États membres en aient décidé. Et sans que les États membres aient la possibilité de les bloquer. Sur le rôle du Parlement européen, je dirais, ça dépend des sujets. Les choses ont beaucoup évolué depuis l'origine de la construction européenne. Et elles ont évolué positivement en faveur du Parlement européen. Car certes, le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative législative. Mais en France, nos députés, nos sénateurs ont l'initiative législative.
Et que peuvent-ils en faire s'ils n'appartiennent pas à la majorité et si le gouvernement n'est pas d'accord? Rien. Strictement rien. Donc ne confondons pas les institutions. Je suis pour que le Parlement ait l'initiative législative. Mais arrêtons d'être obsédés par cette question de l'initiative législative du Parlement européen qu'on ne se pose jamais pour le Parlement français, alors que certes, les députés, ils ont le droit de pétitionner autant qu'ils veulent. Mais ça ne change rien sur le fond, sur la réalité des choses, sur le fait que les institutions de la Ve République ne sont pas démocratiques et nous n'avons pas tellement de leçons à donner aux autres pays européens, pas plus qu'aux institutions européennes en la matière. Donc un peu d'humilité quand on se prononce sur ces questions-là. Et surtout, quasiment maintenant, toutes les politiques internes, et moi je fais partie des gens qui ont bataillé contre le traité constitutionnel, mais je reconnais que le traité de Lisbonne a donné des compétences au Parlement européen qu'il n'avait pas avant. Dans quasiment toutes les législations européennes, désormais, le Parlement européen est co-législateur, ce qui veut dire qu'il est à égalité avec le Conseil. Et que quand le Parlement européen ne veut pas d'un accord avec le Conseil, il n'y a pas d'accord. Donc ne confondons pas les institutions et la majorité politique qui se plie aux décisions du Conseil. Nous sommes plus dans des situations aujourd'hui où, comme l'a expliqué Sylvie, le Conseil ne veut pas d'un accord avec le Parlement européen. Et quelquefois, même, les désaccords internes au Conseil arrangent bien le Conseil lui-même pour ne pas avoir à dialoguer avec le Parlement européen. Les exemples donnés par Sylvie, notamment sur le règlement de Dublin, et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir, sont assez exemplaires en la matière. On laisse la place au débat. Je vais vous faire circuler si vous avez des réponses, des prolongées. Ouais. Deux choses, vous avez en fait évoqué deux choses qui, moi, me semblent importantes peut-être de discuter. Un, le rôle des lobbies, donc peut-être qu'il faut que vous relancez là-dessus. Et deux, vous nous avez dit alors, que le Parlement, dans l'ensemble, vous pensez qu'il a plutôt des pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de plus? Alors certains ont commencé à y répondre, mais pour rendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour rendre aussi ces institutions européennes plus claires et plus efficaces, donc plus claires, notamment? Moi, je veux bien rebondir sur les lobbies si c'est possible, parce qu'il se trouve que j'étais en pleine discussion interinstitutionnelle sur le registre de transparence qui existe au plan européen et qui rassemble une partie, parce que l'inscription n'est pas volontaire, n'est pas obligatoire malheureusement, elle reste volontaire, une partie des 30 000 lobbyistes de Bruxelles. Je veux quand même préciser une chose, je suis évidemment tout à fait hostile à la place de certains lobbies dans la vie politique et la substitution qui parfois se fait avec la décision de parlementaires notamment ou d'autres institutions publiques. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on n'est pas obligé, on ne doit pas avoir forcément une acception du lobby comme étant forcément une entité corruptrice nécessairement de la personne ou de l'entité en face. J'en veux pour preuve que sur ce registre de transparence, c'est-à-dire le registre des lobbies, des centres d'intérêt, des vendeurs d'intérêt, on trouve des associations, par exemple, des groupements qui n'ont rien à voir avec une quelconque idée de corruption ou d'influence néfaste sur la vie des parlementaires. Et je trouve plutôt sain de retrouver des associations qui font du plaidoyer et qui viennent apporter un certain nombre d'éléments auprès du parlementaire. Sinon, si on s'isole complètement, on n'a plus du tout ce contact avec d'autres qui ne pensent pas tout à fait la même chose, d'autres qui peuvent vous apporter des éléments. Mais ce qu'il faut finalement avoir en tête, et ça a été indiqué, je pense, par Marie-Christine, c'est qu'à chaque moment, le parlementaire ou la parlementaire a son libre arbitre. Et son libre arbitre, c'est de dire non. C'est de mettre le holà à telle ou telle action des lobbyistes. On n'est pas obligé de faire le contraire de ce qu'on veut à cet égard. Moi, j'ai été soumise une fois à des lobbyistes qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont essayé de m'expliquer que si je ne votais pas correctement, ça allait faire du chômage dans la circonscription parce que j'allais prendre les mauvaises décisions. Ils ont pris immédiatement la porte. Donc, il faut
Non, non, mais il faut être clair. On peut être très net et très clair vis-à-vis des lobbies. Ils sont réglementés. Il y a des choses qui sont parfaitement codifiées maintenant dans le règlement d'accès, notamment du Parlement européen. Et tous ceux qui se transgressent le font absolument sciemment. Vous voulez vraiment dire? Et après, c'est à moi? Ok. Oui, ça va, ça va. C'est bon. C'est parfait. Oui, je voudrais, oui, concernant les lobbies, j'ai un exemple à vous donner. J'ai déposé un amendement qui était interdire tous les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles sans délai ni dérogation. Bien. Quand j'ai déposé cet amendement, immédiatement, les lobbyistes ont envoyé à tous les députés, et ça je peux tenir à votre disposition, comme quoi il fallait surtout ne pas voter cet amendement. Sauf que le lendemain où ils ont envoyé, c'est le CPA, ils ont envoyé ce mail, l'EFSA, qui est une agence donc, européenne, disait que les néonicotinoïdes, effectivement, étaient des tueurs d'abeilles et qu'il fallait justement les interdire. Et ce qui s'est passé, il n'y a pas eu du tout de la part des lobbies chimiques, il n'y a pas eu vous ne devez pas, finalement nous nous sommes trompés, etc. Non, ils avaient envoyé, et c'est comme ça que sur 751 députés, je n'ai eu que 236 députés qui ont voté cet amendement. Et vous voyez, c'est là où ça pose problème. Alors, on a quand même réussi à faire interdire 3 néonicotinoïdes en France, mais non, c'est même, oui, c'est 3. Non, c'est 3, et en fait, il y en a 5. Mais il faut quand même continuer parce que nous avons des problèmes au niveau du secteur apicole. Vous savez que tous les apiculteurs perdent leurs ruches, et c'est un véritable problème. Et vous voyez, les lobbies ont œuvré contre les abeilles et contre les apiculteurs aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, alors, moi, honnêtement, sur la question des lobbies, je crois que le Parlement européen est beaucoup plus avancé que les parlements nationaux. Et il y a très peu de parlements nationaux qui ont un registre de transparence comme celui dont Sylvie Guillon parlait. Et je vous fais un aveu, je suis inscrit dans ce registre de transparence. Pourquoi? Parce que je suis le président de l'Union des fédéralistes européens. C'est le mouvement européen fondé par Altiero Spinelli en 1946. En étant président de cette association, je suis inscrit dans le registre de transparence. Est-ce que j'ai fait un travail obscur et sur les taux citoyens? Non, je me bats pour une Europe politique. Donc attention à mélanger tout et le contraire de tout. Et le fait qu'il y ait un registre où, pour rentrer au Parlement européen, pour avoir le droit de parler aux parlementaires européens, pour avoir le droit de présenter ses positions, il faut être inscrit. Et il y a une vérification. C'est, d'après moi, pas quelque chose, une faiblesse du Parlement européen. C'est un modèle qu'on devrait introduire aussi dans les parlements nationaux. Et à ma connaissance, il y a très peu de parlements nationaux qui ont ces systèmes. La deuxième question, il faut faire mieux. Oui, d'après moi, le Parlement européen devrait avoir des pouvoirs législatifs pleins dans tous les domaines. Le domaine de la fiscalité, on est en retrait. Et au niveau du Conseil, c'est l'arrêt de l'unanimité. Et je crois que ceci, c'est un des thèmes qu'on doit dépasser. On ne peut pas permettre à des pays qui sont à moitié encore des paradis fiscaux de mettre des vétos du moment où on doit introduire de la fiscalité sur les grandes multinationales du numérique, sur les grandes multinationales de la finance, ou dans le moment où on va lutter contre le dumping fiscal ou lutter contre la concurrence fiscale au rabais. Ça, c'est sans doute un des thèmes institutionnels importants qui doit être au centre du renforcement du Parlement européen. Et puis, le Conseil européen doit revenir un peu à son rôle fondamental, c'est lui de donner des orientations politiques, alors qu'il s'occupe trop de détails. Et c'est quelque chose qu'on doit remettre en ordre. Le travail législatif, c'est entre les ministres et les parlementaires européens, et les chefs d'État et de gouvernement doivent donner des orientations politiques, pas travailler dans un peu de transparence dans le détail. Mais je crois qu'il y a tous les moyens pour atteindre ces objectifs de la nouvelle législature. Oui, donc je vais redire des choses qui ont déjà été dites. Il est évident que pour avancer, il va falloir régler cette question de l'unanimité qui est aujourd'hui un immense blocage.
Ceci étant dit, il y a déjà des domaines dans les traités actuels qui permettent d'avancer pas à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives sur les questions fiscales dont on peut espérer que dans les prochains mandats, on va avancer sur ces questions-là, au-delà d'une modification des traités qui est quand même souhaitable sur un certain nombre de sujets. La question du budget, elle est évidente. Un budget véritable, un budget plus important, une capacité à lever l'impôt, c'est aussi ce qui fait de tout temps la force d'une institution. Il y aurait par exemple la possibilité que l'Europe ait un impôt sur les transactions financières. Ça aurait une logique en termes de... C'est le bon échelon pour le faire et ça serait des ressources propres. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles il faut avancer. Ça a été dit par Marie-Christine Vergiat, il y a quand même eu une évolution avec le traité de Lisbonne. Ça passe aussi par une part de culture, ça passe par une part aussi de comment on va s'emparer de ces questions-là. Et notamment avec le traité de Lisbonne, il y a eu quand même de plus en plus cette réflexion sur avoir un candidat unique pour chaque parti européen pour la présidence de la Commission. Donc ça, si on peut avancer, on a la dernière fois commencé ça, c'est encore très peu connu. Il y a ce mot barbare allemand, Spitzenkandidaten, qui est le plus souvent utilisé, que les gens ne connaissent pas, mais c'est cette idée-là d'avoir chaque parti européen. Il faut aussi que les partis européens arrivent à se mettre d'accord. Il y a aussi, effectivement, avancer sur les listes transnationales. On a effectivement reperdu le vote. Je crois que c'était la 7e fois qu'on le perdait depuis le début de l'Union européenne, mais un jour, il sera gagné. Il faut qu'une part pas forcément toutes, l'entièreté des listes, mais il faut qu'une part des listes soit transnationale pour qu'on puisse effectivement élire des gens qui ne sont pas là pour représenter leur pays, mais qui sont là pour représenter bien la culture européenne, le sentiment européen, les valeurs européennes. Et puis, après, quand je disais qu'il n'y a pas que les traités, il n'y a pas que ce qui est écrit, comme toujours, c'est aussi dans la pratique que les choses se font. On a vécu des années d'intergouvernementalisme terribles. L'un des exemples les plus connus et les plus tragiques, ça a été le rôle de l'eurozone dans la situation de la Grèce. Et le groupe de l'eurozone, c'est un groupe qui n'est inscrit nulle part dans les traités. Ça n'est pas un groupe qui a une vérité juridique. Simplement, on a donné de l'énergie, on a donné une capacité à des ministres du budget qui est allé au-delà de ce qu'ils auraient dû. Et il faut qu'on arrête cet intergouvernementalisme. Il me semble que depuis 1 an ou 2, on a retrouvé un plus grand respect du Parlement et moins d'intergouvernementalisme. Et ça, c'est aussi vraiment une histoire de comment et les chefs d'État, mais aussi les députés au Parlement décident d'exercer leur pouvoir. Je ne sais pas si le Parlement européen a retrouvé du pouvoir depuis 1 an ou 2, mais je sais que le nombre de textes de directives et de règlements qu'on est en train de voter en première lecture, de confirmer nos votes en première lecture, parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Parlement européen, avec le Conseil européen, et que nous ne pouvons plus avancer à cause du blocage du Conseil, je crains que ça n'ait pas beaucoup évolué depuis 2 ou 3 ans. Mais ça, c'est juste, c'est un détail. Sur un certain nombre d'enjeux européens, moi, je crois que souvent, il ne faut pas faire de politique politicienne avec un certain nombre de sujets. Et je crois que s'il n'y a pas de liste pan-européenne, c'est aussi parce que certains ont joué avec le feu en la matière. Le Parlement européen, régulièrement, depuis des années, depuis que j'y suis en tout cas, s'est prononcé pour une liste pan-européenne. Quand un chef d'État et de gouvernement veut à lui tout seul transformer l'Europe, je pense qu'il obtient des réactions d'un certain nombre de groupes, y compris des groupes qui sont majoritaires au sein du Parlement européen, qu'il faut que l'initiative est bloquée. Moi, j'ai revoté une nouvelle fois pour la liste pan-européenne, mais l'ensemble de la droite, tout courant confondu, a voté contre cette liste pan-européenne pour des raisons qui n'avaient strictement rien à voir avec les enjeux de fond. Et je pense qu'en la matière, on se trompe un tout petit peu. Moi, je suis très attachée au fond sur les questions européennes. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de clarifier le rôle des différentes institutions. Moi, je me fous de savoir si le Parlement européen, le Conseil, la Commission doivent avoir plus de compétences. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on définisse clairement les compétences pour qu'on arrête de dire c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à la Commission, quand on ne sait même pas si c'est un sujet qui est de la compétence européenne et si on ne sait même pas quelles sont les conséquences d'un règlement ou d'une directive. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus de directives avec de plus en plus de marge de manœuvre pour les États membres, qui fait qu'on est en train de défaire la cohérence européenne. Et dernière chose, sur la question des lobbies européens, moi j'ai jamais trouvé un lobbyiste dans mon bureau, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais par contre, c'est que oui, le Parlement européen est l'institution
l'institution la plus transparente de l'Union européenne. Qu'on aille demander les mêmes comptes au Conseil et à la Commission en ce qui concerne les lobbies. Et par ailleurs, les lobbies existent au niveau européen, mais c'est les mêmes qui existent au niveau national. Bien des décisions sont bloquées au niveau national par le lobby bancaire, hein, et on n'en parle jamais. Pourquoi c'est toujours ce même discours contre les institutions européennes et qu'on ne pose jamais les mêmes questions à l'intérieur de nos institutions françaises? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette clarification des enjeux institutionnels. Enjeux importants s'il en est. On passe maintenant au dur. Et notamment, on voulait vous titiller sur la question de l'Europe sociale. L'Europe sociale dont en fait on parle depuis que je crois que j'étais même pas né personnellement, je suis dans 85. C'est la promesse, je pense que parmi vous, à peu près tout le monde, peut-être pas vous Madame Dornano, mais la plupart des autres, c'est sûr que quelque part il y a marqué Europe sociale dans vos programmes, et puis il y a 5 ans c'était déjà le cas, il y a 10 ans aussi, il y a 15 ans également, il y a 20 ans aussi. Alors la question c'est qu'est-ce qui bloque ? Et comment vous voulez faire pour ne pas bloquer? Parce que, et là, Madame Vergiat, vous aurez raison de dire c'est la faute à l'Europe, c'est sans doute pas la faute à l'Europe, cette montée des inégalités dans l'espace européen, mais il n'empêche qu'il y a un problème de ce côté-là et qu'il y a une attente d'homogénéisation, de faire converger, de réduire les inégalités, et que l'Europe sociale, on la cherche toujours, on la trouve jamais. Je vais donner la parole du coup à Gwendoline Delbos-Corfield pour commencer. Alors les limites, elles sont connues, hein, c'est ça n'a pas été déjà pensé comme ça au départ. On est évidemment sur un démarrage de cette Union européenne qui est d'abord, quand même, faut le rappeler, c'est toujours un peu impensif de le dire, mais qui est d'abord un projet de paix, qui ensuite devient très rapidement un projet économique et qui n'a jamais eu réellement de compétences sociales. Par ailleurs, et là-dessus, moi, je serais très honnête, c'est très très compliqué d'avoir une position unanime de nos pays, même chacun dans nos partis, sur la question sociale en réalité, parce que nos systèmes sociaux sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Donc moi, je suis membre de la direction du Parti vert européen. Je parcours mes partis verts du nord au sud, et de l'est à l'ouest, et effectivement, sur la question des retraites, sur la question de la sécurité sociale, sur la question du droit du travail, etc., etc. Même chez les écolos, où on cherche, on se retrouve 2 fois par an, on creuse les sujets de manière très très forte, on essaye d'aller tout le temps au-delà de nos différences culturelles, on se retrouve régulièrement à connaître des modèles tellement différents que c'est compliqué d'avancer sur la question. Ceci étant dit, on sent bien qu'aujourd'hui, par rapport à la très très jolie introduction qu'on a eue, on sent bien qu'effectivement, sans vouloir être dramatique, si on n'avance pas sur la question de l'Europe sociale, je crains qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'Europe. Parce que ça reste... Enfin, aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse une marche de ce point de vue-là. C'est ma conviction profonde. La marche, elle peut être de plus en plus de réfléchir à un revenu décent, minimum, qui serait le même pour tous les pays. La marche, elle peut être de penser à nous, par exemple, on a essayé de penser pour ces élections européennes à une sécurité sociale environnementale. Parce que partout dans nos pays, les gens qui sont le plus touchés, c'est toujours la même chose, c'est la précarité. On a longtemps opposé environnement et social, c'était une erreur fondamentale parce que c'est toujours les plus pauvres dans tous nos pays, à la fois à l'échelle mondiale et à la fois en interne de tous nos pays, qui sont toujours les plus touchés par les questions environnementales. Donc nous, on voudrait vraiment avancer sur cette question-là, et on pourrait, à travers un certain nombre de taxes de pollueurs, permettre qu'il y ait une sécurité sociale environnementale, par exemple. Donc il y a un certain nombre de chantiers où on peut essayer d'avancer. Oui, donc sans doute c'est un evergreen, hein, l'Europe sociale, mais je crois que là, on peut commencer à faire la différence sur des questions très, très concrètes. La première question très concrète, c'est est-ce qu'on doit renoncer à notre marché unique parce qu'on a des différences trop importantes dans les standards sociaux, dans les règlements sociaux entre les différents travailleurs qui sont mobiles dans l'espace européen. On pensait que c'était impossible de régler ça. Et en France, vous avez eu, et en Italie, on a eu, et au Royaume-Uni, ils ont eu un débat énorme sur les travailleurs détachés. On a montré qu'on peut faire des pas en avant. Aujourd'hui, on a introduit une régulation qui dit à travail égal, salaire égal. Il va entrer en vigueur d'ici à 3 ans, mais on a finalement trouvé un accord sur une concurrence qui était déloyale
et sur un thème qui était au centre des débats des sociétés et des débats sociaux dans nos pays, dans nos États membres. Maintenant, il faut faire plus. Travail égal, cotisation sociale égale. Et c'est les thèmes, la priorité sur laquelle nous devons nous engager dans la nouvelle législature. Nous pouvons introduire un salaire minimum européen. Il faut, vous prenez les salaires médians la médiane des différents salaires dans un État membre, vous utilisez les 60%, ça doit être les minimums, par exemple, pour les salaires minimums dans tous les pays. On peut les faire et nous proposons de les faire. Parce que le fait qu'il y ait 400 000 Hongrois qui ont quitté la Hongrie bien formés, parce qu'en Hongrie, on fait de la concurrence déloyale au rabais des salaires, alors que je suis sûr que pour beaucoup de ces 400 000 Hongrois bien formés resteraient bien en Hongrie si on avait des standards sociaux vers la hausse, c'est inacceptable et c'est un des thèmes sur lesquels nous devons travailler. Et dans la zone euro, il faut construire un budget avec un plan d'investissement qui, évidemment, doit concerner aussi les domaines des investissements sociaux. C'est une proposition que votre président de la République a fait, c'est une proposition que nous allons reprendre dans notre liste Renaissance, et c'est un débat et une bataille que nous devons faire du moins dans la zone euro. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bien marché dans l'Union européenne? Oui, c'est la mobilité, c'est l'Erasmus. Faisons un Erasmus de l'inclusion sociale, faisons un Erasmus des apprentis, donnons la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens et qui doivent se former en tant qu'Européens de profiter pleinement de l'Europe. Et je crois que ça va mieux les former, les rendre mieux compétitifs et leur faire profiter beaucoup plus des grandes opportunités que l'Europe nous offre. Merci. Je crois qu'on a déjà les Erasmus pour les apprentis. On a réussi à arracher ça au cours de ce mandat. C'est pas mal. L'autre soir, je discutais avec... non, j'étais en débat. Je discutais pas. J'étais en débat avec quelqu'un des Républicains. Et il a sorti un truc qui, il a sorti une phrase qui m'a beaucoup choquée. Il a dit quelque chose comme... finalement, le problème n'est plus en Europe d'aller vers la convergence entre les États. Et j'ai trouvé ça assez frappant parce que pour moi, au contraire, j'ai très envie d'affirmer que l'Europe que je veux, l'Europe que j'ai envie de transformer parce que celle-ci ne me convient pas tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement l'Europe de la convergence sociale. Et je ne crois pas que je lâcherai un jour tant que je serai députée sur ce sujet. C'est pourquoi je ne trouve pas ça risible et je trouve ça indispensable à renforcer. Vous avez évoqué, M. Gaudy, la question des travailleurs détachés, que je considère comme une question assez fondamentale avec les principes que vous avez rappelés. Aussi, je me pose quelques questions quand je vois que, y compris dans l'intérieur, et je reviens avec cette mécanique que j'expliquais tout à l'heure, quand certains États membres, dont le nôtre, vient bousculer l'équilibre parlementaire qui faisait en sorte que tous les travailleurs étaient inclus dans ce projet de directive et qu'après, 3 millions de routiers étaient sortis de la directive sur le détachement des travailleurs, ce qui fait qu'on a dû travailler ultérieurement sur cela pour éviter, par exemple, mais ça n'est pas tout à fait un détail, que des gens restent 3 semaines dans leur cabine à dormir à l'arrière du volant. Donc des choses de ce style, moi, à un moment donné, quand on veut vraiment aller vers un but comme celui de l'Europe sociale, comme la directive sur le détachement des travailleurs, on s'en donne les moyens. Et parce que le temps passe vite, je cite juste... Pour moi, selon moi, les éléments de programme et les éléments de perspective sur lesquels il faut que nous travaillons, d'abord sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne conçois pas l'Europe de demain comme étant celle encore d'aujourd'hui qui continue de faire perdurer une différence salariale entre les femmes et les hommes. La question de la lutte contre la pauvreté. La question de la lutte en matière de santé avec un programme, un filet de protection, un programme sur la prévention santé dans l'Union européenne. Et enfin, la question de la lutte contre le chômage des jeunes avec l'argent suffisant pour qu'on fasse vivre la garantie jeunesse qui a permis qu'un certain nombre de nos concitoyens les plus jeunes soient effectivement pas laissés sur le bord du chemin.
Alors tout d'abord, oui, l'Europe est d'abord dans sa course à un vice initial qui est d'avoir été uniquement économique. Moi, je fais partie des gens qui ont été effectivement bercés par la notion de l'Europe sociale et du combat pour l'Europe sociale. Je fais partie des gens qui ont voté le traité de Maastricht, y compris avec cet effort-là, avec cet objectif-là. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, on a l'impression que l'Europe est en panne sur ces questions-là et que même elle régresse. Qu'on a une Europe qui est de plus en plus libérale, ultra-libérale sur le plan économique, et que le reste passe après. On a eu un débat au moment du débat sur les transports routiers qui était un peu surréaliste entre les députés de l'Est de l'Europe et les députés de l'Ouest de l'Europe. Les députés de l'Est nous disons « mais vous êtes des égoïstes, vous ne pensez pas à nos salariés ». Ben si, on pense aux salariés d'Europe de l'Est, justement. On pense aux salariés de l'Europe de l'Est parce que l'Europe que nous voulons, y compris, je pense, plutôt une majorité à l'intérieur du Parlement européen, c'est une Europe qui tire vers le haut et qui ne mette pas en concurrence ces salariés de l'Est et de l'Ouest. Parce que c'est exactement ça la question. Quand on a des écarts au niveau des salaires, et notamment du SMIC, qui vont de 1 à 4, c'est normal qu'il y ait du dumping social. Et si les inégalités montent aujourd'hui à l'intérieur de l'Europe, c'est bien la faute à l'Europe. Notamment à cause des politiques ordolibérales qui ont été mises en place depuis 2009 et qui veulent casser les services publics et qui font régresser les systèmes sociaux, quels qu'ils soient, notamment en Europe de l'Ouest. Je ne pense pas qu'on arrivera à réconcilier les citoyens en cassant les questions sociales au bénéfice des questions économiques. Et c'est pour ça que pour les gens que je soutiens, il est indispensable de mettre en œuvre ce qu'on appelle une clause sociale du pays le plus favorisé pour tirer vers le haut. Et nous sommes bien évidemment favorables à la mise en place d'un SMIC européen, ce qui a déjà été voté par le Parlement européen à plusieurs reprises, à condition qu'il soit bien calqué sur 60% du revenu médian, et je dis bien médian et pas moyen, c'est pas tout à fait la même chose. Et oui, non, mais c'est juste pour que... Me volez pas mon temps de parole, s'il vous plaît. Non, mais je dis juste parce que c'est pas contre vous. Non, mais je dis c'est juste. Clarifier ma pensée. Mais non, c'est parce que je pense que comme ça a été un peu, je pense que c'est très important de préciser qu'il s'agit de 60% du revenu médian. Exactement. Parce que 60% du revenu médian, c'est le seuil de pauvreté en Europe. C'est comme ça qu'on a conçu le seuil de pauvreté, c'est comme ça. Donc il me semble assez normal que le SMIC soit appuyé sur le seuil de pauvreté, que les salariés ne soient pas en dessous du seuil de pauvreté. Je vais terminer sur cette Europe sociale. Moi, je pose la question, comment vous pouvez dire Europe sociale alors que c'est une Europe ultralibérale? Les travailleurs détachés, Monsieur Gozzi, vous parlez de la directive, il y a eu une modification de la directive, effectivement, mais ce que vous avez oublié de dire, c'est que la Pologne et la Hongrie ont fait un recours à la Cour de justice européenne, justement, concernant cela. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Ce qui est sûr aussi, c'est que juste un chiffre sur une des causes du chômage en France, puisque nous sommes en France, l'industrie a quand même perdu 2 millions d'emplois en 30 ans. Quand vous pensez que certaines entreprises qui font pourtant des bénéfices délocalisent en Pologne ou en Asie du Sud-Est d'ailleurs et détruisent des emplois pour faire encore plus de bénéfices. Alors c'est cela l'Europe sociale ? Moi, je vais vous dire que ce qui bloque, mettre fin aux délocalisations est interdit en raison du principe de liberté totale de circulation des capitaux garantis par les traités, article 63 du TFUE. Voilà pourquoi il faut en sortir de cette Europe, de ce carcan qui est l'Europe et où on ne peut pas vraiment gérer notre pays. Il faut retrouver notre souveraineté. Du coup, il doit y avoir matière à débat. Oui. Oui, non, je veux bien. Non, j'ai entendu sortir de cette Europe. Alors, oui, je m'en souviens que Madame, votre leader, Marine Le Pen, comme un autre leader, oui, Nigel Farage, oui.
Je m'en souviens que Nigel Farage sabrait les champagnes, même si ce n'est pas vraiment des productions anglaises, peut-être avec les changements climatiques, si on ne l'arrête pas, oui. Et Marine Le Pen, Matteo Salvini disaient que c'était la Brexit, la voie à suivre en France avec le Frexit et en Italie avec l'Italexit. Je crois qu'ils sont très discrets en ce moment. Parce que vu les bordels dans lesquels ils sont mis les Britanniques, je ne crois pas que ce soit une proposition à suivre et ce soit dans l'intérêt de la France, de l'Italie et d'autres pays de parler d'Italexit ou de Brexit. Je constate aussi que, Madame, vous parliez des travailleurs détachés, il y en a d'autres qui ont parlé des droits de la femme. Les groupes auxquels vous appartenez ont toujours voté contre ces progrès. Contre, vous avez toujours voté contre dans votre groupe sous la directive, la dernière révision de la directive des travailleurs détachés en 2018, vous avez été contre. Sur le renforcement des droits de la femme, vous avez voté contre. Donc, je veux dire, d'un côté, vous dites, vous voulez sortir de l'Europe, du moment où on parle des choses que l'Europe fait pour les citoyens, au Parlement européen, vous votez contre. Après, il y a eu, et c'est le dernier point, et après je laisse la parole, il y a eu la question des transports routiers. Vous savez que vous avez fait des pas en avant au Parlement européen dans les derniers jours sur les transports routiers. Et pourquoi, quand on a réussi, le gouvernement auquel j'appartenais et le gouvernement français, avec Nathalie Loiseau, on a réussi à faire des avancées sur la première directive des travailleurs détachés. On ne s'est pas attaqué dès le départ au transport. Mais parce qu'on n'avait pas la majorité pour ça. Parce qu'il n'y avait pas seulement les pays de l'Est qui s'opposaient, il y avait les Portugais qui s'opposaient, il y avait les Espagnols qui s'opposaient. Est-ce qu'on devait faire? On devait renoncer à faire des pas en avant sur la directive des travailleurs détachés parce que les règlements des transports n'étaient pas inclus, ou on a eu raison à faire des pas en avant sur la directive des travailleurs détachés au départ, et maintenant à revenir après, en deuxième moment, sur la question du transport. On a ainsi avancé dans les deux domaines. Si on demandait tous en 2016-2017, on n'aurait rien obtenu. On a fait des pas en avant, et dans le domaine général des travailleurs détachés, et dans le domaine spécifique des transports, il y a quelques jours. On va être obligé de vous enlever des minutes après. Oui, vous avez raison. Je peux vous répondre, monsieur? Oui, bien sûr. Monsieur, je voudrais quand même vous dire que j'ai quitté le Rassemblement national depuis 2 ans et demi. Non, mais monsieur, attendez. Ce que je veux vous dire, c'est que je voudrais que vous m'expliquiez, puisque vous êtes professeur, je crois, comment vous m'expliquiez comment on change les traités alors qu'il y a un article 48 qui dit que les traités doivent être changés à l'unanimité. Alors, je ne comprends pas comment vous pouvez, parce que vous dites toujours depuis de nombreuses années, 30 ans, etc., pas vous, mais d'autres, on va changer l'Europe de l'intérieur. Non, ça n'est pas vrai, c'est faux, vous ne changerez jamais l'Europe de l'intérieur. Alors, expliquez-moi, puisque vous avez l'air de dire, vous avez l'air d'avoir le monopole de la vérité, je dirais, donc expliquez-moi, mais si, expliquez-moi. Ni le monopole du cœur, oui, non, mais là, c'est la vérité. Parce que moi, franchement, l'article 48, on ne peut pas changer les traités, je suis désolée. Alors, expliquez-moi. Allez-y, on ne va pas monopoliser. Voilà. Oui, évidemment, revenir à la souveraineté ne serait pas la solution. D'ailleurs, nombreux de nos pays mettent en place des politiques très libérales dans leur propre pays sans que l'Europe leur donne un coup de main du tout. Et il me semble que c'est le cas actuellement du gouvernement français dans ce pays. En tous les cas, moi, je suis mal à l'aise avec un certain nombre de politiques qui sont mises en place. Et il y a bien sûr la problématique de l'austérité budgétaire, de ces fameuses règles qui sont mises en place, qui sont édictées par l'Europe et qui ont pu être utilisées régulièrement comme excuse des pays pour dire on sabre dans les services publics parce que c'est l'Europe qui le demande, etc. etc. Cette rigueur budgétaire, elle existe. Il faut savoir aussi quand même qu'il y a un exemple depuis quelques années, 2 ans je crois, d'un pays qui s'appelle le Portugal qui a refusé de rentrer dans cette règle et qui a gagné, qui a obtenu des marges de manœuvre et qui
a vu, qui n'a pas sabré dans ses services publics, qui a même remis en place certains services publics. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas forcément la politique la plus écolo qui a lieu actuellement au Portugal, mais sur les questions sociales, c'est très clairement, ils ont fait la preuve que quand on peut, quand on veut, et quand il y a une volonté politique en place, on n'est pas obligé de rentrer dans une règle libérale qui serait nécessairement la règle européenne. Moi, je reste un peu triste que cette dernière décennie, en France, on a régulièrement utilisé cette raison-là et qu'on n'a pas su mener parfois ce bras de fer. Je voudrais juste faire un point, alors ça change un petit peu peut-être le sujet, mais il me semble qu'il n'y aura pas d'Europe sociale, en tout cas, sans régler une vraie problématique, qui est la problématique des paradis fiscaux qui existent concrètement dans l'Europe même, de ce qui se passe au Luxembourg, de ce qui se passe aux Pays-Bas, et que effectivement, c'est un des grands éléments de la bataille. Tant qu'il y a tout cet argent qui transite pour aller vers tout à fait autre chose que l'investissement productif, effectivement, on n'avancera pas sur la question sociale. C'était aussi pour amener un autre élément de réflexion. Tu vas pas toujours terminer, hein, toi. Je te connais, je sais comment tu fais. Je veux revenir sur un sujet qu'on a vaguement abordé tout à l'heure. Il se dit ici et là, dans certaines formations politiques, que finalement, le vrai clivage au Parlement européen, si tant est qu'il existe, certains disent qu'il n'existe pas du tout, que le vrai clivage est finalement entre les progressistes et les autres, les populistes, les nationalistes, qui on veut. Et moi, je pense que cette simple grille de lecture n'est pas suffisante. Et que le clivage entre la droite et la gauche, dans leur diversité, mais ayons quand même ce clivage-là en tête, existe. Et je reviens sur cette question que j'abordais tout à l'heure de l'égalité homme-femme. Quand on met au point un symbole assez subtil, en tout cas évolué pour moi de l'Europe sociale, qui est la question de l'égalité homme-femme, la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée dans une Europe où encore, de nos jours, les femmes à fonction égale, à travail égal, continuent de percevoir en moyenne 16% de moins en termes de salaire. Je pense que la question de comment on aborde les congés paternité, les congés maternité, les indemnisations de ces congés, le congé parental, le fait qu'il soit transférable ou pas et dans quelle mesure entre les deux parents. Bref, comment on fait en sorte qu'un couple de parents qui a envie de fonder une famille et qui a envie que demain celui et celle qui reste auprès de ses enfants à un moment donné ne soit pas désavantagé ensuite sur le marché du travail, je pense que c'est une question fondamentale dans nos sociétés. Et je suis contente qu'on ait réussi, enfin, après beaucoup de difficultés, à mettre au point ce texte sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et je regrette, je reviens à ma question de clivage, quand nous sommes empêchés sur un sujet aussi fondamental que celui-ci, par une partie de la droite qui refuse d'aller sur ce terrain et qui bloque les décisions, je trouve que ça n'est pas un très bon signe pour la démocratie et pas un très bon signe pour l'avenir. Et je le fais de façon marginale pour ne pas empiéter trop sur mon temps, mais je veux... on parlait des 3% et du respect des critères tout à l'heure, on y reviendra sur la question écologique sans doute dans un instant, mais je pense par exemple... Nous souhaitons, avec ma liste, faire en sorte que les investissements en matière d'écologie soient sortis des 3%. Alors, d'abord, moi, des fois, je me trouve à contre-emploi, je me trouve à défendre l'Europe alors que je ne suis vraiment pas une fan des traités actuels, donc je vais repréciser un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un vice initial dans ces traités actuellement, c'est le principe de la concurrence libre et non faussée. Et que ça, c'est la plus grande maladie des traités européens. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de l'austérité. Mais l'austérité, elle n'est pas pour tout le monde. Parce que dans cette Europe-là, les écarts de revenus, de salaire entre les uns et les autres ne cessent d'augmenter, notamment les plus riches. Et on est un des pays les plus privilégiés en la matière, puisque le nombre de nos millionnaires ne cesse d'augmenter.
On se demande grâce à quelle politique, mais ça persiste. Je voudrais aussi dire qu'on nous met souvent en avant la question des dépenses publiques. Mais j'ai envie de dire, ça dépend lesquelles. On vient de trouver 12 milliards pour Frontex. On vient de trouver 12 milliards pour mettre en place une politique européenne de défense. Là, il n'y a pas de problème. On trouve l'argent. On a trouvé en 2009, du jour au lendemain, la Banque Centrale Européenne, 1000 milliards pour sauver les banques. Un détail, 1000 milliards. Le budget européen sur 7 ans. Le budget européen sur 7 ans. Et on n'a demandé aucune garantie aux banques à l'époque. On avait un moment idéal pour poser des contraintes sur les banques. On ne l'a pas fait. Et je trouve ça dramatique. Et moi, je suis pour que le budget européen ait effectivement des ressources propres, parce qu'on ne serait pas dépendant à chaque fois du carcan du Conseil qui ne cesse d'essayer de tirer ce budget vers le bas pour faire diminuer leurs contributions. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons effectivement travailler en priorité. Et l'autre élément dont on a évoqué, mais pas jusqu'au bout, je pense que la question de l'évasion fiscale est aussi fondamentale. Parce que l'évasion fiscale, c'est là aussi 1000 milliards par an. 1000 milliards par an dans l'Union européenne. C'est-à-dire l'équivalent du budget européen pour 7 ans. Vous ne pensez pas que si on en récupérait ne serait-ce qu'une partie, on pourrait faire un certain nombre de choses en matière sociale, sans même penser à la réforme des traités? Je pense qu'il faut les réformer, mais je pense qu'à l'intérieur de ces traités-là, et ceux qui seront élus au mois de mai devront travailler dans le cadre de ces traités-là en attendant qu'ils soient changés avec la règle de l'unanimité, effectivement. Il y a des choses qui sont possibles de faire à condition de mener les batailles. Moi, j'appartiens à un groupe qui a 52 membres et nous avons mené un certain nombre de batailles et nous avons gagné un certain nombre de batailles. Et aussi hostile que je sois au traité européen actuellement, je suis aussi heureuse d'avoir pu mener un certain nombre de batailles pendant les 10 ans où j'ai été députée européenne. Merci. Madame Dormelot, il vous reste quelques minutes. Oui, concernant donc cette Europe sociale, quand je vois tous les pays d'Europe donc avec un SMIC, l'Italie n'en fait pas partie d'ailleurs parce que je crois que c'est des accords de branche, sauf erreur de ma part. Bon, la Bulgarie c'est 270 € par mois. Et le plus haut SMIC, au Luxembourg, c'est 2200 €. Moi, je voudrais qu'on puisse m'expliquer comment on va faire une harmonisation, même avec un salaire médian. On ne peut pas baisser des salaires d'un côté pour les relever de l'autre. Ça n'est pas viable, cela. Et c'est pour cette raison que je ne comprends pas ce fonctionnement de ce que l'on veut dans cette Europe sociale. On ne peut le faire que si on est maître chez soi. Et si nous avons notre souveraineté. Par exemple, nous disions, nous allons augmenter le SMIC de 300 € en 5 ans, par exemple. Mais on ne peut pas le faire en Allemagne, on ne peut pas le faire... voilà. Donc, je ne vois pas du tout comment on peut faire au niveau de l'Europe cette harmonisation. En ce qui concerne l'austérité budgétaire imposée par la Commission aux États via ces rapports d'orientation économique qui risquent de nous mener à la même situation que la Grèce, il faut le savoir. C'est cela, l'Europe sociale que l'on veut. Eh bien, moi, je ne veux pas cette Europe sociale-là. Et donc, il faut absolument retrouver, je le dis et je le redis, retrouver notre souveraineté. C'est le seul moyen. Parce que l'Europe, je sais que vous allez hurler, mais pour moi, l'Europe, c'est une prison. Et la clé, c'est le Frexit, effectivement.